chasseurs alliés. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les avions de chasse ont dicté le déroulement des opérations aériennes. Le nombre et la qualité de leurs chasseurs ont donné aux Alliés une suprématie aérienne totale. Celle-ci a permis à leurs bombardiers d'atteindre leurs cibles. Elle a également offert aux forces terrestres alliées la liberté d'employer les tactiques qu'elles voulaient. Les chasseurs américains, anglais ou soviétiques rencontrèrent et écrasèrent les forces de l'Axe qui se dressèrent face à eux. Ils emportèrent également des bombes et des roquettes et arrosèrent les malchanceuses forces terrestres de l'Axe d'un véritable déluge de feu venu du ciel. Les chasseurs alliés opérèrent également depuis des porte-avions sur tous les théâtres d'opérations majeurs du conflit. Le développement des chasseurs alliés culmina avec le célèbre P-51 Mustang, qui pouvait escorter les bombardiers loin à l'intérieur de l'Allemagne, puis rentrer à basse altitude en mitraillant au passage les aérodromes et les trains allemands. Finalement, les Alliés ont dominé les nations de l'Axe en matière de qualité de conception, de quantité produite, et donc en combattant avec des chasseurs qui étaient de grands avions de combat, sans doute les meilleurs selon les standards de l'époque. À ces capacités, les Alliés plus tard dans la guerre allaient ajouter un chasseur à réaction, certes un peu primitif, tandis que deux autres jets plus modernes étaient à l'aube d'entrée en service lorsque la guerre s'acheva. Tout au long de la guerre, le principal chasseur de la Royal Air Force britannique fut le très réputé Spitfire, conçu par Reginald Mitchell. En 1939, le Spitfire Mark I pesait 2600 kg et son moteur Rolls-Royce Merlin de 1030 chevaux l'entraînait à une vitesse de près de 600 km/h. En 1945, le Mark XXI pesait plus du double et son moteur Griffon lui donnait le double de puissance. Sa vitesse atteignait alors plus de 720 km/h. Une des versions les plus rares fut le Mark 8 HF, optimisé pour la haute altitude, avec un moteur Merlin à double étage, un cockpit pressurisé et des ailes au bout pointu d'une envergure de 13 mètres. Tous les Mark 8 avaient la roulette de queue escamotable et à l'exception des premiers exemplaires, ils avaient une dérive large au sommet pointu. 140 Mark 8 furent construits pour permettre à l'RAF de pouvoir intercepter les Junker 86R et les autres bombardiers volant à haute altitude développés par la Luftwaffe. Par opposition, le Spitfire Mark 8 LF avait un moteur Merlin optimisé pour développer sa puissance maximum à basse altitude et des ailes rognées d'une envergure totale de 10 mètres. Ces ailes raccourcies augmentaient la vitesse de roulis, car l'expérience du combat dans le désert avait montré que ce qui importait le plus, c'était l'agilité à basse altitude. La guerre dans le désert avait également démontré l'importance d'équiper les moteurs des filtres à sable sur les moteurs, et ici des Spitfire Mark 5C, équipés de Merlin 45 de 1470 chevaux, décollent pour une mission. Chacun emporte une paire de bombes de 250 livres. Ils furent sans doute les plus lents de tous les Spitfire, car même après avoir largué leurs bombes, ils pouvaient atteindre seulement 560 km/h. Un total de 2447 Mark 5C fut construit. Dès 1940, les Spitfire Mark I et Mark II, avec une structure plus légère, moins de blindage et 8 mitrailleuses calibre 0,303, faisaient face à la puissance de la Luftwaffe d'Hitler. En 1942, les Mark V rapportaient des films de combat contre le formidable Focke-Wulf 190. Le Spitfire fut l'un des grands avions de la guerre. Lorsque l'Angleterre entra en guerre en 1939, le plus important chasseur de la RAF était de loin le Hurricane, qui équipait 18 squadrons. Équipé d'un moteur Merlin similaire à celui du Spitfire, il était plus gros et globalement d'une conception plus ancienne. Mais le Hurricane était agile, vraiment simple et facile à entretenir et réparer. Piloté avec beaucoup d'agressivité, un Hurricane pouvait espérer gagner ses combats en dépit de sa relative lenteur. Ici, en 1942, des chasseurs bombardiers Mark IIB décollent, chacun emportant 2 bombes de 250 livres et pas moins de 12 mitrailleuses 0,303 dans les ailes.
Les Harry Bombers entrèrent en action avec le Squadron 607 en octobre 1941 et furent les premiers chasseurs de la RAF à attaquer avec des bombes. Le Hurricane Mark II servit sur la plupart des fronts de la guerre, mais beaucoup furent progressivement transférés en Asie. Un total de 14 231 Hurricanes de toutes versions fut construit en Angleterre et au Canada. Ici, des travailleurs locaux aident à l'assemblage de Hurricane dans le port d'Afrique de l'Ouest de Takoradi, prêt pour le très long vol de livraison dans la zone de combat du désert. Une fois au combat en Afrique du Nord, les conditions rendaient la vie dure aux avions et aux équipages. Les heures d'ennui le plus profond ont été soudainement interrompues par l'ordre de décoller. Chaque avion effectuait parfois plusieurs décollages chaque jour, soulevant un nuage de sable, mais les filtres sous les moteurs leur permettaient de continuer à tourner. Une des versions qui fut utilisée le plus intensivement au-dessus de l'Afrique du Nord fut le Mark II-D, anti-tank armé de 2 canons de 40 mm sous les ailes. En Birmanie, les unités de la RAF se préparent pour une autre nouvelle mission contre l'armée japonaise fin 1944 ou début 1945. Les munitions de calibre 0303 sont chargées et les bombes de 250 livres sont installées sous les ailes et armées. Les pilotes ont été briefés. Sur le front asiatique, les cocardes de la RAF étaient seulement bleus et blancs, et tout ce qui comportait un fond rouge se faisait mitrailler. La suprématie aérienne était très disputée et les unités terrestres de la RAF étaient souvent appelées pour protéger les aérodromes de première ligne avec des canons Beaufort et autres mitrailleuses. Ces Hurricane Mark II-B avaient 12 mitrailleuses de 0,303 en plus de leur charge de bombes. Les missions contre un adversaire qui se fondait dans la jungle étaient particulièrement difficiles et sur un tel terrain, déterminer l'efficacité de la mission était toujours problématique. En 1940, le chasseur américain le plus important était le Curtis Hawk 75. Les premières versions en service dans la RAF étaient appelées Tomahawk, mais ceux-ci sont des Kitty Hawk 3 et 2A, des 450e et 260e Squadron, avec des entrées d'air plus importantes sous les moteurs. Le 260e Squadron servait aux côtés du 450e en Afrique du Nord, à Gazala et Marturba en Égypte en novembre 1942. Il n'était pas forcément capable de dominer les Messerschmitt Bf 119 et Focke-Wulf 190, mais les Kitty Hawks ont effectué des milliers de missions en portant une bombe de 500 livres sous le fuselage et une 250 sous les shakels. Portant les lettres CV, ces Kitty Hawks sont du 3e Squadron de la Royal Australian Air Force, lequel, le 1er janvier 1942, devint le premier à employer les Kitty Hawks dans le désert. À l'époque où cette unité fut filmée en train de décoller pour un raid contre l'Africa Corps de Rommel, il était le plus expérimenté des squadrons de chasseurs bombardiers de tout le front. Une autre unité était le 112e Squadron de la RAF, dont les avions portaient des gueules de requin et qui, à la fin 1942, partageait son aérodrome avec le 260e Squadron. Pour éviter les accidents de roulage, il était utile qu'un mécano se tienne assis sur l'aile pour prévenir le pilote de la proximité des autres avions, des véhicules et même des cratères de bombes. Au décollage, le train d'atterrissage se rétracte vers l'arrière, les roues pivotent pour s'intégrer dans les ailes. Tous les avions de ces escadrons avaient 6 mitrailleuses de 12-7 dans les ailes, chacune avec 281 cartouches.
Bien sûr, le P-40 fut aussi employé par l'US Army Air Force. Ces exemplaires sont des P-40F équipés par des moteurs Merlin construits par Packard, lesquels ne possédaient plus l'entrée d'air au-dessus du système de refroidissement. Comme tous les autres modèles, l'armement était de 6 mitrailleuses, plus jusqu'à 700 livres de bombes. La RAF ne reçut que quelques Kitty Hawks à moteur Merlin, la majorité d'entre eux allant à l'aviation américaine, à l'Union soviétique ou à la France libre. L'US Army Air Force entra en guerre en Afrique du Nord par le débarquement de novembre 1942. Ces avions portaient une cocarde entourée de jaune, comme pour les Anglais, autour des insignes nationaux, et dans de nombreux cas, un drapeau sur la dérive. Chaque squadron traça la route de la Tunisie à la Sicile pour finalement remonter toute l'Italie, gagnant une précieuse expérience. Quelques unités du théâtre d'opération Chine-Birmanie-Inde ne portaient pas seulement la gueule de requin sur le nez, mais adoptèrent également la tête de mort souriante, comme cette unité du 80e Fighter Group. En tout, 13 738 exemplaires du P-40 furent produits. Bien évidemment, la guerre aérienne dans le Pacifique ne fut pas seulement conduite depuis les aérodromes terrestres, mais également depuis les minuscules et mouvants ponts des porte-avions de l'US Navy, qui emportaient beaucoup d'appareils conçus pour des missions spécifiques. Un des plus formidables de ces appareils fut le bombardier en piqué Douglas SBD Dauntless, conçu par l'ingénieur réputé Ed Heinemann. Le SBD envoya par le fond plus de navires japonais que n'importe quelle autre arme alliée. Avec un moteur Wright Cyclone de 1200 chevaux et une vitesse maximum de 400 km/h, le SBD pouvait emporter une charge de bombe de 1000 livres à une distance de plus de 1100 km. L'escorte était fournie par les chasseurs de la marine. Arrivé sur sa cible, le Dauntless peut larguer sa charge contre l'ennemi. Les deux mitrailleuses Browning fixes permettaient également au Dauntless de mitrailler les cibles avec une bonne efficacité. La localisation du porte-avions était souvent très difficile et demandait une grande compétence en matière de navigation. Le Chance-Vaut F 4U Corsair est largement considéré comme le meilleur de tous les avions à moteur à piston de toute la guerre. Sa puissance était celle d'un Pratt & Whitney de 2000 chevaux, double Wasp, qui entraînait une hélice immense. Les ailes repliables contenaient les 6 mitrailleuses de 12,7, remplacées sur certaines versions par 4 canons de 20 mm. À partir d'octobre 1943, un réservoir largable Duramold de 178 gallons pouvait être emporté sous le fuselage et le F4U 1D pouvait emporter également 2 bombes de 1000 livres à ce même endroit. Malgré sa grande taille et sa masse, le F4U fut un chasseur particulièrement brillant et très efficace contre les A6M0 et tous les autres avions japonais. Le premier utilisateur des premières versions du Corsair fut l'escadrille de l'US Navy VF-12 qui essuya les plâtres de la difficulté à faire apponter le Corsair sur un porte-avions. Ce n'était jamais facile, et en 1942-1943, le Corsair ne fut pas utilisé par la Navy, mais par le Corps des Marines, qui opérait à partir de longues pistes, parfois directement sur du corail. Ces unités se trouvaient à Guam,
ou sur l'île du Roi, et alors que la guerre progressait vers le Japon, les marines connurent de plus en plus d'opérations. Ici, des corsaires des marines effectuent des attaques en piqué à travers un feu nourri de DCA. Le Curtis SB2C Heldiver fut produit en grande quantité. Il était prévu pour remplacer le SBD comme bombardier en piqué standard de l'US Navy, mais il fut modifié sans arrêt et ne donna jamais entière satisfaction. Il ne fut donc jamais aussi populaire que son prédécesseur. Cependant, en 1944, plus de 3000 d'entre eux pulvérisaient les forces japonaises à coups de bombes de 1000 livres et même avec leurs deux canons de 20 mm. Le moteur était un Wright Cyclone de plus de 1900 chevaux et sa fiabilité permettait à beaucoup de SB2C de revenir à ponter. Les équipages avaient remplacé la désignation officielle par celle de Son of a Bitch Second Class. Les Alliés n'auraient pas pu combattre au-dessus de la mer sans Grumman. Ce chasseur de la Fleet Air Arm aurait dû s'appeler le Gannet, mais l'amirauté décida de conserver son nom américain, le Hellcat. Désigné F6F, ce superbe chasseur possédait le même moteur en double étoile de 2000 chevaux que le F4U Corsair sans rival. De la même façon, le train d'atterrissage se rétractait vers l'arrière et les ailes abritaient également 6 mitrailleuses Browning de 12,7 dans la plupart des versions. Une charge de 1000 livres de bombes pouvait être accrochée sous le fuselage et les ailes pouvaient recevoir 6 roquettes. Les énormes ailes rectangulaires donnaient à L4 un rayon de virage très court et sa maniabilité était légendaire. L'US Navy employait les F6F avec des réservoirs largables depuis des porte-avions aussi connus que l'USS Saratoga. Un autre appareil important sorti des usines Grumman fut le TBF Avenger. Avec son Wright Cyclone de 1700 chevaux, ce triplace remplaça les TBD Devastator comme bombardier torpilleur principal de l'US Navy. Sa tourelle dorsale équipée d'une mitrailleuse de 12,7 était motorisée et une autre mitrailleuse de 7,65 pouvait tirer vers le bas et vers l'arrière, juste derrière la soute à bombe. Cette dernière pouvait recevoir une torpille ou 2000 livres de bombes et avec cette charge, son autonomie restait supérieure à 1600 km. Ici, en 1944, les TBF étaient escortés par des F6F L4 munis de réservoirs largables. Le Pacifique du Sud-Ouest n'était pas l'endroit idéal pour un atterrissage forcé. En 1944, les TBF comme les F6F pouvaient emporter des roquettes de 5 inches. Après chaque mission, il fallait toutefois effectuer un retour brutal sur le pont, toujours en mouvement du porte-avions. Mais les produits Grumman avaient une telle réputation de solidité qu'on les appelait les engins d'acier de Grumman.
On ne pouvait confondre le P-38 Lightning avec aucun autre appareil. Ces moteurs étaient des Allison de 1225 chevaux, installés au bout de longues poutres qui supportaient les dérives. Ces poutres recevaient également le train d'atterrissage en dessous, les compresseurs du moteur sur le dessus et les radiateurs sur chaque côté derrière l'aile. Le pilote, les armes et le train avant se trouvaient dans une petite nacelle centrale. L'armement standard comportait un canon de 20 mm, 4 mitrailleuses de 12,7. 2 bombes de 1000 livres ou de grands réservoirs supplémentaires pouvaient être suspendues sous les ailes. Les versions les plus tardives avaient une capacité de 1600 livres et jusqu'à 10 roquettes. Sur le théâtre du Pacifique, les P-38 revendiquèrent plus d'avions japonais que n'importe quel autre appareil de l'Air Force. Le grand as de la chasse américaine de toute la guerre, le Major Richard Bong, obtint toutes ses 40 victoires à bord d'un P-38 dans le Pacifique, dans cette guerre difficile qui allait d'île en île. Le P-38 joua également un rôle important sur le front européen. Les Allemands le surnommèrent Der Gabelschwanzteufel, le démon à queue fourchue. Au-dessus des champs verts de l'Angleterre, des centaines de Lightning décollaient chaque jour pour escorter les bombardiers lourds B-17 et B-24 de la 8e Air Force. De ces missions, ils rapportèrent des films montrant qu'ils pouvaient tenir la dragée haute aux agiles FW-190 aussi bien que Messerschmitt 109. En 1944, d'autres P-38 emportaient des roquettes et effectuaient des missions d'attaque au sol dans tout le nord de l'Europe. Ces missions demandaient également parfois qu'on utilise des roquettes de 5 inches en salve contre les cibles terrestres. Les P-38 n'étaient pas les seuls à assurer l'escorte des bombardiers et chacune de ces missions était précédée par un briefing complet comme on le voit ici. Okay, boys, today we're going to escort 10 boxes of bombers, 36 ships to each wing. We're on the front end of the first task force, picking them up in the Mannheim area, around the target, about 20 miles east of Mannheim, at which time we'll proceed up to the aerodromes north of Frankfurt and let the other top cover squadron come down and straight. Okay, boys, we'll start engines at 8:50, take off 8:58 to 9:06, rendezvous with the big friends, 11:04, escort until 11:24. Parce que l'autonomie des chasseurs était limitée et qu'ils ne pouvaient pas escorter les bombardiers tout au long de leur route, à l'aller comme au retour, des relais de chasseurs étaient organisés avec des points de rendez-vous le long de l'itinéraire. Les radars allemands permettaient à l'ennemi d'être averti des raids et lui donner la possibilité de masser ses chasseurs pour se défendre. Le partenaire du P-38 dans son défi face aux chasseurs allemands était le Republic P-47 Thunderbolt. Ce chasseur était si gros et si costaud qu'il fut rapidement surnommé le Jug, le tonneau. Le moteur était un Pratt & Whitney R2800 réglé de 2000 à 2800 chevaux, renforcé par un turbocompresseur sous l'arrière du fuselage. Dans ses ailes elliptiques inspirées du Spitfire se trouvait un armement dévastateur de 8 mitrailleuses 12,7 mm. Les premiers modèles, les P-47B, étaient surnommés Razorback en raison de l'arête qui court du cockpit à la dérive.
Le P-47 fut le monomoteur le plus lourd à entrer en service pendant la guerre. La version finale, le P-47N, pesait presque 10 tonnes, c'est-à-dire le poids de 2 bombardiers Blenheim ou celui de 4 Spitfire M4-1. En dépit de sa taille, il pouvait être un redoutable chasseur, en particulier après que la version P-47D-25 soit entrée en service, avec une verrière en goutte d'eau sans montant. Lors d'une mission d'escorte, l'escadrille larguait les réservoirs supplémentaires dès les premiers signes de présence de chasseurs ennemis, et lors du combat qui s'ensuivait, les Thunderbolts faisaient honneur à leur réputation. Un des chasseurs alliés les plus récents, conçu après le début des hostilités, le P-51 Mustang, fut créé pour les Anglais. Un superbe appareil, conçu pour être équipé des nouvelles ailes laminaires et d'une entrée d'air du radiateur sous le fuselage à traînée réduite. Le Mustang a commencé sa carrière avec un moteur Allison de 1150 chevaux. À basse altitude, il était plus rapide que le Spitfire, bien qu'il transportât plus du double de carburant que celui-ci. L'armement comprenait 4 mitrailleuses de 7,65 mm et 2 de 12,7 mm dans les ailes et 2 de 12,7 sur le moteur. Dans les missions d'attaque au sol, il était réellement formidable. Il était capable de larguer les premières bombes au napalm. Le Mustang s'avéra si bon qu'il fut rapidement adopté par l'aviation américaine. Le A-36A Invader d'attaque au sol entra en action en Sicile en 1943. Sur les aérodromes du front sicilien, le carburant était livré en barils qui devaient être vidés laborieusement dans les réservoirs de chaque appareil. Deux bombes de 500 livres pouvaient être emportées sous les ailes. Sur ces images, les armuriers installent les bombes et rechargent les mitrailleuses. Sur le A-36A, 4 mitrailleuses 12-7 étaient installées dans les ailes et 2 de 7,65 mm dans le nez. Il avait des aérofreins de piqué, mais qui furent neutralisés par la suite. Les missions au départ de la Sicile avaient pour objectif de patrouiller au-dessus du détroit de Messine, en Italie. North American construisit 500 A-36A. Il n'imaginait pas encore qu'il produirait pour l'aviation américaine plus de 13 500 appareils de la version de chasse baptisée P-51. Le client d'origine, la RAF, reçut plus de 600 appareils équipés du moteur Allison.
Un modèle, le 1A, était armé de 4 canons de 20 mm. Ils servirent avec le commandement de coopération avec l'armée et en octobre 1942, ils devinrent les premiers chasseurs anglais à pénétrer dans l'espace aérien allemand lors d'une mission contre le canal d'Ems à Dortmund. En 1944, la version améliorée avec un moteur Merlin arriva en service avec une importante augmentation de vitesse et de plafond. Ce Mustang 4 avec la verrière en bulle avait été testé par la RAF à Boscombe Down. La RAF reçut plus de 1800 Mustangs à moteur Merlin, mais le plus gros utilisateur fut la US Army Air Force qui l'employa sur tous les fronts. Le groupe des pionniers du Mustang, comme ils s'appelaient eux-mêmes, était le 354e groupe de la 9e Air Force qui reçut ses Mustang Merlin à la fin de 1943. Ici, ce groupe parade avec ses P51 qui n'ont pas été peints. En juin 1944, il quitta l'Angleterre pour la France et finirent la guerre basée en Allemagne. Armés de 6 mitrailleuses 12-7 mm, les P-51D ont dominé le ciel jusqu'à Prague et Berlin. Le maréchal Göring, chef de la Luftwaffe, déclara « Lorsque j'ai vu ces Mustangs au-dessus de Berlin, j'ai su que la guerre était perdue. » Bien sûr, le plus grand et le plus monstrueux conflit se déroulait sur le front Est. Ici, des Yak 9 d'un régiment de la garde se préparent à affronter la Luftwaffe en 1943. Comme les autres chasseurs soviétiques, le Yak 9 avait un moteur puissant sur une cellule légère avec un armement léger, généralement un canon de 20 mm et 2 mitrailleuses 12-7. Les chasseurs soviétiques étaient conçus pour les plus hautes performances et la meilleure maniabilité. Le Yak 9 par exemple était équipé d'un moteur Klimov à refroidissement liquide de 1260 chevaux. Malheureusement, l'aviation soviétique souffrait de la mauvaise maintenance effectuée par des mécaniciens mal formés et qui avaient à travailler dans des conditions incroyablement difficiles. Ici, de nombreux appareils, et principalement des Yak 1, 7 et 9, engagent l'ennemi. Quand la RAF envoya sa 150e escadre pour défendre Mourmansk en 1941,
Ils furent impressionnés de trouver des bombardiers soviétiques qu'ils avaient du mal à suivre. Il s'agissait des Petlakov PE-2 qu'on peut décrire comme globalement des mosquitos triplaces avec 2 dérives. Ces brillants bombardiers tactiques équipés de 2 moteurs VK 105 PS de 1260 chevaux pouvaient atteindre 540 km/h en palier. Et s'ils volaient réellement plein gaz, comme les pilotes soviétiques avaient tendance à le faire, ils auraient sans doute semé une escorte de Hurricane. La charge de bombe était de 1200 kg dans la soute ventrale et les nacelles moteurs, ainsi que sous 4 points d'emport sous les ailes. La version de chasse, le PE-3, avait des volets de combat à la place des aérofreins piqués et possédait un canon de 20 mm et une mitrailleuse de 12,7 en plus. Ces missions furent effectuées pendant la campagne de reconquête de Sébastopol en Crimée en avril 1944. Quelques PE-2 étaient encore dans leur camouflage hivernal. L'escorte, elle, comprenait des Yak 7B, prédécesseurs du Yak 9. Au total, 11 427 PE-2 furent construits. De tous les avions de l'histoire, celui qui a été produit en plus grand nombre a été le Ilyushin IL-2 Sturmovik. Le total a atteint le chiffre astronomique de 36 136. Et Staline déclara « L'armée rouge a besoin de IL-2 comme elle a besoin d'air et de pain ». Plus lourdement blindé que n'importe quel autre avion, sa mission était de survoler les forces d'invasion allemandes à très basse altitude et de détruire les chars des divisions de Panzer. On ne pouvait imaginer des missions plus dangereuses. Au début, en dépit de son blindage, il s'avéra vulnérable face aux chasseurs de la Luftwaffe. On lui ajouta donc un mitrailleur tourné vers l'arrière avec une mitrailleuse lourde de 12,7 pour détruire les blindés allemands. Le Sturmovik pouvait utiliser des bombes, des canons ou des armes expérimentées par l'Union soviétique dans les années 30 comme des roquettes. De loin, la roquette la plus utilisée était la RS-82 d'un calibre de 82 mm. Au départ, 6 roquettes pouvaient être installées, puis 8, et vers 1944, de meilleures installations permettaient d'en emporter 32. Les ailes peuvent supporter jusqu'à 400 kg de bombes, mais la charge la plus efficace était constituée de 200 grenades anti-tank. Mais peut-être le plus utilisé de toutes ces armes, c'était le canon. Au départ, les armes les plus puissantes étaient des canons SHV-AK de 20 mm, mais ils ont été changés pour les canons VY-1 de 23 mm, encore plus efficaces. En 1944, de nombreux IL-2M3 avaient reçu l'énorme NSOKB-16 de 37 mm qui pouvait transpercer le blindage de chars Tigre. Une des méthodes d'attaque les plus courantes était de former un cercle au-dessus des tanks. Chaque avion effectuait ensuite une attaque en piqué et rejoignait ensuite la formation. Ceci rendait le travail des chasseurs de la Luftwaffe assez difficile. Les équipages des chars allemands appelaient cela le cercle de la mort. L'équivalent du Sturmovik de la RAF était le Hawker Typhoon. Conçu en 1938 comme chasseur pour remplacer le Hurricane, il était très puissant et se maniait bien.
L'armement était de 4 canons hispano de 20 mm et de 2 bombes de 1000 livres. Plus tard, on installa 8 roquettes, faisant de ces attaques de véritables bordées de navires de combat. Son moteur Napier Sabre de 2200 chevaux n'était vraiment bon qu'à basse altitude. Le Typhoon faillit être annulé, mais 3270 furent finalement construits et employés pour l'attaque au sol. Ici, ce sont des Typhoon 1B du 174e Squadron de la RAF, opérationnel en Normandie à l'été 1944. Les Tiffies jouèrent un rôle décisif dans les combats épiques qui suivirent le débarquement allié du 6 juin 1944. Ils furent employés à la destruction des lignes d'approvisionnement et de communications allemandes, attaquant tout ce qui bougeait, et bien plus encore, sur les routes et les voies ferrées du nord de la France. Les Typhoons intervenaient comme une artillerie aérienne. Les roquettes de 6 inches dépassaient 1000 km/h. En août 1944, le 15e corps américain et la première armée canadienne commencèrent leurs manœuvres pour s'emparer de la ville de Falaise et encercler le groupe B de l'armée allemande. Les Typhoons surprirent la 2e division de Panzer de la SS se déplaçant de jour et la décimèrent. Alors que les Allemands se précipitaient pour s'échapper par la percée au nord-est de Falaise, les Typhoons leur tombaient dessus à coups de canon, de roquettes et de bombes. Les appareils alliés détruisirent 5000 véhicules en 3 jours, les Typhoons s'adjugeant 175 chars en une seule journée. Les routes étaient littéralement encombrées d'épaves, incendiées, de blindés, de camions et d'artillerie. En 1944, le Tempest était également en service. Le Tempest était à la base un Typhoon avec une aile elliptique plus fine, avec un réservoir de carburant supplémentaire dans un fuselage rallongé. Le Tempest 5, le premier entré en service, était un superbe chasseur bombardier. Il devint opérationnel en quantité juste à temps pour se joindre au Typhoon au-dessus de la France et au nord de l'Europe à l'été 1944. Le Tempest arrivait juste à temps pour contrer la nouvelle arme allemande, la bombe volante V1, surnommée le Doodlebug ou le plongeur par la défense aérienne anglaise. Ces puissants missiles de croisière étaient pointés par centaines vers Londres et se présentaient comme des petites cibles très rapides. Ils étaient particulièrement difficiles à toucher, mais l'escadre basée à Newchurch et qui opérait au-dessus de la région côtière du Kent réussit à descendre pas moins de 638 de ces bombes volantes, beaucoup plus que n'importe quelle autre unité. Trois autres V1 furent descendus par le Gloucester Meteor, bimoteur à réaction, du 616e Squadron de la RAF. Il y eut deux versions du Meteor, le Mark I avec des réacteurs Rolls-Royce Weyland et une verrière basculante, et le Mark III avec des réacteurs Derwent et une verrière coulissante. Conçu pour emporter 6 canons, le Meteor entra en opération avec 4 canons hispano montés sur les côtés du nez. La fiabilité de ces canons ne fut jamais très satisfaisante.
D'ailleurs, lors de la première interception d'une bombe volante, les canons s'enrayèrent, mais le pilote fit basculer le V1 avec le bout de son aile. La chasse au V1 par les météores furent les premiers combats jet contre jet. Au niveau de la mer, les premiers jets opérationnels des Alliés dépassaient de plus de 100 km/h la vitesse des chasseurs à moteur à piston. Le plus gros de tous les chasseurs alliés, affichant une masse de 17 tonnes, le Northrop P-61 Black Widow, fut aussi le seul avion allié conçu dès le départ comme un chasseur de nuit. Mu par deux Pratt et Whitney R2800 en étoile de 2000 chevaux, il avait un équipage de 3 hommes pour piloter l'appareil, s'occuper du radar et utiliser les 4 canons de 20 mm. Dans la plupart des cas, l'équipage avait aussi à gérer les 4 mitrailleuses 12-7 qui se trouvaient dans la tourelle dorsale motorisée. La plupart des Black Widow a patrouillé dans le Pacifique, mais ces P-61 portent les bandes de débarquement pour le théâtre d'opération européen. Ils servent au 422e et 425e Fighter Squadron. En Europe, les Black Widow trouvèrent une Luftwaffe assez insaisissable, mais ils furent crédités de 9 bombes volantes et de nombreux autres appareils de l'Axe. Le principal chasseur de nuit d'Angleterre fut le magnifique de Havilland Mosquito. Construit en bois et doté de Rolls-Royce Merlin, les versions de chasse de nuit emportaient un pilote et un opérateur radar assis côte à côte dans le cockpit. En dépit du large cockpit, la vitesse maximum dépassait largement 640 km/h en moyenne altitude. La plupart des versions avaient une porte juste derrière le cockpit, mais sur les versions de chasse équipées de 4 canons sous le ventre, la porte était située sur le côté droit. Chaque canon disposait d'un mix de 150 obus de 20 mm. La version la plus nombreuse était le chasseur bombardier Mark VI. Dans le nez, à la place du radar, cette version disposait de 4 mitrailleuses Browning de 0,303 ainsi que des canons ventraux. Il emportait jusqu'à 1000 livres de bombes en soute et 2 bombes de 500 livres ou 8 roquettes sous les ailes. Ces Mark VI du 21e Squadron partent pour une des nombreuses missions spéciales prises en compte par les unités de Mosquito. Décollant avec eux un bombardier Mark IV à nez vitré. Il s'agit du DZ-414 qui sert d'avion photo sur cette sortie, une des plus impressionnantes attaques de tous les temps. En effet, en février 1944, quelques 700 résistants étaient détenus par les Allemands dans la prison d'Amiens et nombre d'entre eux attendaient leur exécution par la Gestapo. La RAF s'était donné l'objectif incroyable de les sortir de là avec un raid de bombardement, une précision incroyable en termes de tir et de timing. Les squadrons 21, 464 et 487 fournirent chacun 6 de leurs équipages les plus expérimentés. Les Mosquitos étaient escortés par des Typhoon du squadron 198. Le plan consistait à confier aux 3 premiers avions du 487e Squadron le soin d'attaquer le mur est de la prison, tandis que les 3 avions suivants attaquaient le mur au nord. Au même instant, 3 avions du 464e détruirent les quartiers des gardes nazis à l'est de la prison, tandis que 3 appareils du même escadron s'en prendraient aux bâtiments des gardes situés à l'est. Si l'attaque échouait, les 6 avions du 21e Squadron devaient attaquer la prison directement, dans l'espoir que quelques prisonniers pourraient s'échapper. Les Mosquitos touchèrent la prison comme prévu, larguant leurs bombes à 15 pieds et grimpant pour éviter les bâtiments. Dans les ralentis, on peut voir que les bombes tombent au bon endroit, comme si on les avait posées à la main sur les murs et les baraques des gardes allemands. En quelques minutes, 258 prisonniers se sont échappés, parmi eux 12 qui devaient être fusillés le lendemain.
Le 21 mars 1945, les mêmes squadrons, le 21, le 464 et le 487, furent mobilisés pour une autre attaque de précision, cette fois contre l'immeuble Cellhaus à Copenhague, où la Gestapo avait son quartier général. Après un vol de 2 heures au-dessus de la mer du Nord, les avions attaquèrent. Les Mosquitos survolèrent les 3 lacs au centre de la ville et basculèrent sur la gauche au-dessus de Norre Voldgard. En continuant à tourner à gauche, ils survolèrent un autre lac avant de se retrouver alignés sur la cible. Chaque groupe de Mosquitos veillait les bombes du groupe précédent tombées sur l'immeuble, généralement par les fenêtres des premiers et second étages. L'immeuble était sévèrement endommagé, de même que les dossiers concernant les résistants. Malheureusement, un Mosquito s'écrasa sur une école après avoir touché un lampadaire et la 3e vague rata sa cible par erreur. Les Mosquitos rentrèrent à leur base à altitude 0. Le partenaire du Mosquito fut le Bristol Beaufighter, une machine puissante et solide, comme un croiseur, et doté de 2 moteurs Bristol Hercule de 1600 chevaux. Le Beaufighter commença sa carrière comme chasseur de nuit, mais rapidement fut transformé en avion d'assaut, y compris avec des roquettes au sein du Coastal Command, tandis que d'autres emportaient des torpilles. Ces appareils appartiennent au 480e Squadron de la Royal New Zealand Air Force et ont servi dans une escadre d'attaque côtière à partir de la base de Banff en Écosse. Leur armement standard comprenait 4 canons hispano de 20 mm et 6 mitrailleuses de calibre 0,303. Une Vickers simple était également installée dans le poste de tir dorsal. À la place de la torpille de 1650 livres ou des 2000 livres de bombes, les bots d'attaque côtière emportaient 8 roquettes sous les ailes. Quelles que soient les armes emportées en externe, les Beaufighters pouvaient voler à 480 km/h et conserver une excellente maniabilité. Ici, nous assistons à un raid contre des navires dans les eaux norvégiennes à Nordgalen le 5 décembre 1944. Le travail est partagé entre les Mosquito 6 du 248e Squadron, une autre unité de la célèbre escadre d'attaque de Banff. Les Mosquitos et les Beaufighters furent utilisés largement au long de missions de 3 ou 4 heures, parfois suivies de combats intenses. Ils devaient éviter la flaque, ils devaient éviter les montagnes et les parois des fjords. Il est difficile de trouver les mots pour décrire l'intensité des attaques au canon et à la roquette.
target straight ahead. Deploy for attack. Attack, attack, attack. Le travail de ces chasseurs et chasseurs-bombardiers alliés pendant la Seconde Guerre mondiale s'est étendu à tous les fronts, à toutes les altitudes, par n'importe quel temps, avec toutes les sortes d'armements. Ils ont apporté la victoire aux Alliés.